Ce journal vous est offert par DACO SARL, société d'expertise comptable. C'est la rétrospective de la semaine sur Ecofin Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous. La société minière Kibali Gold Mine a signé un acte transactionnel avec l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé au siège de cette institution dans la ville-province de Kinshasa. Au total, 394 marchés sont disponibles et ouverts aux sociétés sous-traitantes congolaises qui sont éligibles dans la chaîne de production de la firme Kibali Gold. Commentaire. Pour avoir été répertorié il y a peu parmi les sociétés minières qui ont œuvré durant des années en violation de la législation sur la sous-traitance dans leur chaîne de production, avec risque de subir la sanction de fermeture momentanée, le géant minier Kibali Gold Mine a finalement reconnu avoir travaillé avec des sous-traitants non éligibles au détriment des entrepreneurs locaux. Pour ce qui a été dit qui n'était pas correct ou réglementaire par rapport à ce travail, dont la recommandation de l'ARSP était la cessation de ce contrat, cela a été certainement fait. C'est à nous d'accepter ces erreurs, de le corriger là, il faut le corriger, et de l'accompagner. Le combat du DG Miguel, c'est un combat noble. Nous devons l'accompagner puisqu'il s'inscrit aussi même dans la vision de son Excellence, Monsieur le Président de la République. En effet, cet acte transactionnel signé conjointement vient justement mettre un terme aux tractations et différends nés des conclusions de la mission de contrôle organisée sur leur site par l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé. Le gendarme de la sous-traitance, Miguel Cachal, s'est félicité d'avoir mené parfaitement bien ce combat noble avec l'appui sans faille du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi afin d'obtenir avec témérité ce gain de cause. Je vais tout d'abord féliciter le président de la République, chef de l'État, avec nos hommages les plus déférents pour son implication personnelle dans le développement de la classe moyenne dont il est lui-même le mentor. Nous avons signé cet acte transactionnel qui stipule que tous les 394, tous ces marchés restent obligatoirement en République démocratique du Congo. Nous demandons à notre population de faire confiance au chef de l'État. C'est comme ça que j'ai dit, nous faisons un travail de fond. Les entrepreneurs qui seront recommandés doivent être des entrepreneurs qui doivent bien prester. Et ça passera par les appels d'offres. Et les appels d'offres, ce n'est pas l'ARSP qui va publier les appels d'offres, c'est Kibali qui va lancer les appels d'offres, mais sur le site de l'ARSP. Et nous, ensemble avec la Fédération des entreprises du Congo, nous allons aider aussi la société Kibali à faire une bonne sélection. Ce protocole signé ouvre donc la voie des opportunités de marché aux entrepreneurs locaux, lesquels marchés qui étaient jadis détenus principalement par la société TCFF et une dizaine d'autres. Un lot des matériels informatiques pour la numérisation des notes de perception de la régie financière urbaine a été remis au ministre provincial des Finances par les responsables d'une entreprise de la place au cours d'une cérémonie organisée le lundi 4 mars à Gombe, à Kinshasa, en présence du directeur général de la DGRK, M. Moussaka Mayulenkai. Ce premier lot servira à la formation du personnel de cette régie. Commentaire. Tous les efforts sont mis en œuvre pour optimiser la qualité du travail au sein de cette régie financière urbaine de Kinshasa. C'est dans ces cadres qu'un important lot de matériel informatique, comprenant essentiellement des ordinateurs portables, des imprimantes, ont été remis au ministre provincial de Kinshasa, Félicien Koulouta, en présence du DG de la DGRK, M. Moussaka Mayulenkai. C'est avant sa réception par le comptable de la régie financière, Célestin Moutima. Le donateur de cette œuvre, une société de la place dénommée Africa Union Développement, Ouaye Chamala, directeur général adjoint de la dite entreprise, revient ici sur le véritable motivation. Le partenariat que nous avons avec la ville de Kinshasa au travers du ministère provincial des Finances et Économie nous a imposé un moratoire du 31 mars. Donc aujourd'hui nous sommes le 4, nous avons les équipements, ils sont là.
Aussitôt que nous avons la liste des utilisateurs qui nous seront transmises, à ce moment-là, nous allons déployer et former les utilisateurs à compter dès demain. Et nous avons l'ambition de former des formateurs, c'est-à-dire que les premiers utilisateurs qui vont venir, nous allons les former pour qu'eux soient capables de former d'autres personnes sur le terrain, là où nous ne pourrons pas physiquement être là. Cette dotation de matériel s'inscrit dans le cadre du contrat qui lie l'entreprise donatrice à l'administration fiscale urbaine, l'a ainsi fait savoir Jean-Marc Mapimbu, chef de division chargé de taxes. Il s'agissait de parachever un contrat entre Afrique Union Développement et la ville de Kinshasa sur la numérisation des notes de perception. Ces premiers lots d'ordinateurs portables est destiné à la formation du personnel de la Direction générale de recettes de Kinshasa de GERCA par le formateur de l'entreprise donatrice. C'est là pour les aider à bien accomplir leur mission d'encadrement de la grande échéance de l'impôt foncier qui s'annonce pour le 31 mars 2024. Le mardi, au palais Amiri Diwan de Doha, le président Félix-Antoine Tshisekedi a eu un tête-à-tête avec l'émir tchèque Tamim bin Hamad Al Thani. Les deux dirigeants ont ensuite élargi la séance de travail à leurs délégations respectives. Il était question de passer en revue les protocoles d'accord signés entre le Qatar et la République démocratique du Congo il y a 2 ans, mais aussi d'autres sujets liés et notamment aux investissements. Les deux personnalités ont émis le vœu d'approfondir les relations bilatérales entre les deux États. Suivez. Lors de cette première journée de sa mission, le chef de l'État a visité l'ambassade de la République démocratique du Congo au Qatar, dirigée par Madame Valérie Lusamba Kabeya, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la RDC au Qatar. Sur place, le président Tshisekedi a reçu le civilité du personnel de la dite représentation diplomatique avant de rencontrer des représentants de la communauté congolaise basée au Qatar. Ensuite, le président Félix Tshisekedi s'est entretenu avec une délégation d'ambassadeurs de pays de la communauté de développement de l'Afrique australe, SADC, venus lui témoigner de leur soutien pour la défense de la souveraineté de la RDC. Le chef de l'État a accordé d'autres audiences le mardi avec des rencontres de haut niveau et quelques séances de travail dans le cadre de la coopération économique. Dans le but de contribuer au développement de la RDC, le Qatar s'est positionné comme un potentiel investisseur dans différents secteurs tels que les transports, les infrastructures, les mines, l'énergie et l'agriculture. Clôture le mardi 5 mars après 2 jours de travaux de l'évaluation du contrat de la concession Kinshasa-Matadi. Parmi les recommandations arrêtées par les participants, on enregistre entre autres la construction de 10 km et des voiries dans les grandes villes du Congo central, la mise en œuvre de l'autonomisation du système de péage et des paysages, la création prochaine des aires de stationnement sur la route Kinshasa-Matadi-Boma-Mwanda. Images et commentaires. Démarrer les travaux pour le passage à 4 bandes sur l'ensemble de la route Kinshasa-Matadi pour plus de fluidité dans le trafic. Réaliser les travaux de construction des 10 km de voiries repartis entre Matadi, Kimpese, Mbanzangungu et Kisantu. Poursuivre l'aménagement des dodanes dans la traversée des villes et travailler dans la mise en œuvre de l'automatisation du système des péages. Ce sont là, entre autres, les réalisations prochaines à attendre de la concession Kinshasa-Matadi, issue des résolutions des 2 journées des travaux d'évaluation de son contrat de concession pour l'exercice 2023. Ouvert le lundi 4 mars 2024 au ministère des Infrastructures et Travaux Publics par Christophe Dilangongo, directeur des cabinets du ministre, ces travaux se sont poursuivis dans la salle de réunion de l'immeuble Likasi, siège de l'Agence congolaise des grands travaux, en sa qualité de maître d'ouvrage délégué du ministère des ITP pour les routes concédées. Étaient présents pour cette suite les experts venus des différentes structures. Il s'agit notamment du secrétaire général des ITP, l'Office des routes, l'Agence congolaise des grands travaux, le ministère des ITP ainsi que les 2 provinces bénéficiaires de cette route, qui sont Kinshasa et le Congo central. L'évaluation du contrat des concessions
C'est cet exercice qui consiste à évaluer les recettes engrangées par les péages de la route concédée par rapport aux travaux exécutés sur l'axe pour en déduire le reste de la dette due au concessionnaire. S'étant ainsi mis d'accord sur la totalité des aménagements à réaliser sur ce partenariat public-privé entre le gouvernement de la RDC et la Société des péages au Congo, un procès verbal y afférent a été dressé et signé par les parties prenantes. Soyez tous fiers de ce travail que vous avez fait parce que vous avez rendu un grand travail à la République. Vous devez savoir que le rapport d'évaluation et ses conclusions font partie intégrante, n'est-ce pas, des documents officiels de la concession Kinshasa-Matadi. Pour rappel, la concession Kinshasa-Matadi est la première qui a vu le jour au pays. Son fonctionnement a été dupliqué ailleurs, notamment dans le Katanga. Et puis, sans querure de conclusion de l'audit de l'inspection générale des finances auprès de la Commission nationale des concurrences et CONAC, structure du ministère de l'économie nationale, avant d'autoriser un décaissement des fonds en faveur de cette institution. C'est l'objectif pour lequel une délégation du COMESA est venue à l'inspection générale des finances. Les hôtes de l'IGF, rassurés des mesures d'encadrement, ont annoncé les déblocages des fonds d'ici à la fin de ce mois de mars. Plus de précisions dans ces commentaires. Accompagné par les coordonnateurs de la Commission nationale de la concurrence, structure du ministère de l'économie nationale, cette délégation de COMESA a été reçue par l'inspecteur général de finances, chef de service de l'IGF, Jules Alinguete-Kei. L'objectif de leur visite, s'imprégner des conclusions et des recommandations du contrôle de l'inspection générale de finances auprès de la Commission nationale de la concurrence avant d'autoriser les déblocages de moyens financiers au profit de cette structure. Les hôtes de l'IGF ont été, bien qu'à distance, au courant des quelques éléments liés aux conclusions de cet audit et des recommandations prises afin d'éviter tout dérapage constaté dans les comités de gestion révoqués. Rassurée, la délégation des COMESA a promis les déblocages de fonds au profit de la CONAC à la fin de ces mois de mars. Par la suite, Jules Alinguete a ainsi rassuré cette délégation des COMESA de la détermination du chef de l'État de voir la bonne gouvernance s'installer dans la gestion de toute entité publique. C'est la République démocratique du Congo et nous leur avons donné les assurances qu'il y a eu un audit et le comité qui était là a été démis de ses fonctions. Il y a un nouveau comité qui a été mis en place, les recommandations ont été faites qui sont en train d'être matérialisées et que l'inspection générale des finances sera toujours là pour veiller à ce que les moyens qui sont en train de mettre à la disposition de la CONAC puissent être bien utilisés. C'est ainsi que l'inspection générale des finances, pour assurer davantage les COMESA, va procéder à une surveillance accrue de toutes les opérations financières de la CONAC RDC. Le numéro 1 de l'IGF a promis d'envoyer une mission de la patrouille financière à la CONAC dès la semaine prochaine. C'est une excellente nouvelle pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Au terme d'un audit de l'Agence française de normalisation, la CENSAP a maintenu la validité de son certificat ISO 9001, une première pour un établissement public en République démocratique du Congo. Au terme de la mission diligentée début février, l'Agence française de normalisation, AFNOR, a rendu son verdict en ces mois de mars via une correspondance adressée au numéro 1 de la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics de l'État. Pour la CENSAP, cette certification se justifie du fait que l'établissement public répond aux normes édictées, notamment la conformité légale et réglementaire, la conformité par rapport aux exigences de la norme ISO 9001 et la conformité aux procédures internes. Motif de satisfaction pour la Caisse nationale de sécurité sociale des agents publics qui enregistre aucune non-conformité relevée pour la toute première fois depuis son enrôlement au système de management de la qualité en 2019. Seul établissement public certifié ISO pour son système de management de qualité, la CENSAP reconnaît par ailleurs qu'en dépit des points forts, des efforts et des progrès sont encore en vue.
Pour rappel, la certification ISO 9001 prouve l'engagement d'une organisation à fournir un produit ou un service conforme aux exigences des clients et aux réglementations applicables. Plus de 210 tonnes de biens alimentaires et ceux constitués notamment des abris temporaires et autres kits de survie ont été distribués à plus de 20 000 ménages qui abritent les camps de déplacés aux environs de Goma par les Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles liées au conflit FONAREV en sigle et ses partenaires dans le cadre bien sûr d'une opération en cours visant à répondre à l'urgence humanitaire dans cette partie de la République démocratique du Congo. Regardez. C'est une importante délégation du FONAREV et de ses partenaires, conduite par son directeur général qui s'est rendu aux différents sites abritant les camps des déplacés internes aux environs de la ville de Goma, dans le Nord Kivu, pour remettre officiellement les abris temporaires et des articles de première nécessité destinés à plus de 20 000 ménages constitués des déplacés internes ayant fui les violences. Dans le fait, plus de 210 tonnes de biens alimentaires et non alimentaires ont été mobilisées pour soutenir ces familles affectés par les atrocités de la guerre. Les représentants des différents camps ainsi que les autorités locales ont participé à la répartition et à la mise en place du mécanisme de distribution des biens dans chaque camp. Je vois la division des affaires humanitaires, la protection civile et le gouvernorat. Nous impliquons directement les déplacés eux-mêmes dans le service des livraisons, sans pour autant aller en dehors de là. Et puis nous avons aussi une très bonne communication. Donc avant de faire quoi que ce soit, nous passons des messages. Nous avons un cercle de communication qui nous disent, voilà, aujourd'hui nous allons livrer par exemple 1500 kits, 2000, et le message est relayé auprès des déplacés. Une opération qui veut répondre à l'urgence humanitaire de déplacés internes dans le Nord Kivu, province qui fait face à l'activisme du mouvement terroriste M23 soutenu en hommes, matériel et finances par le Rwanda. Après une courte série de décélérations, l'inflation hebdomadaire en République démocratique du Congo s'est de nouveau accélérée de 0,229%. C'est selon la note des conjonctures économiques du 1er mars 2024. Ce document de la Banque centrale du Congo, banque d'émission, attribue cette évolution entre autres aux perturbations dans l'approvisionnement des biens de première nécessité. Suivez les détails. La courbe inflationniste en République démocratique du Congo reprend de nouveau de l'ascendance. C'est ce que rapporte la note des conjonctures économiques publiée par la Banque centrale du Congo à la semaine allant du 26 février au 1er mars 2024. Cette trêve dans l'accélération de l'inflation hebdomadaire n'aurait été que de courte durée. Aux 2 premières semaines, avant celle sous revue, elle s'était située respectivement à 0,334 et 0,177%, revenant d'une embellie de 0,39%, à cause notamment du comportement instable observé dans le marché d'échange et des perturbations dans l'approvisionnement des biens de première nécessité. Au 1er mars, l'inflation s'est établie à 0,229%. Cette situation se matérialise d'une part par la succession de la dépréciation de la monnaie nationale. Selon la note de la Banque d'émission, la dépréciation de la monnaie nationale s'est observée à l'indicatif comme au parallèle. Une perte de valeur de francs congolais établie dans ces deux segments d'échange, respectivement à 0,51% et 0,4%. D'autre part, l'envolée des prix des denrées alimentaires continue à inquiéter tant les vendeurs que les consommateurs. En rythme mensuel, le taux d'inflation affiche ainsi une légère décélération de 1,333% contre 1,376% en janvier dernier, soit un ralentissement de 0,43 points. Tandis qu'en cumul et en glissement annuel, le taux est ressorti respectivement à 2,728% et 21,697%. Pour rappel, la cible d'inflation annuelle demeure à 11,6% à fin décembre 2024. Le jeudi dernier, à la Cité de l'Union africaine, le président Félix Antoine Tshisekedi a échangé avec Cindy McCain, directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, au sujet de la crise alimentaire dans l'Est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État congolais et son hôte
ont passé en revue l'intervention du PAM sur les sites des déplacés de réfugiés dans l'Est de la RDC, ainsi que la capacité qu'a les Congo de pouvoir faire face à toutes les crises alimentaires. Et commentaires. Il était question pour le PAM de discuter de son rôle en tant que partenaire de la sécurité alimentaire et s'assurer que la situation sécuritaire qui sévit actuellement dans l'Est de la République démocratique du Congo ne puisse plus exister. La dernière analyse du cadre intégré de classification de la sécurité alimentaire affirme environ 23 millions de personnes, dont 5 millions issus de provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, sont confrontés à une insécurité alimentaire. Face à cette situation, depuis juin 2023, le Programme alimentaire mondial intensifie son aide alimentaire et monétaire vitale, ainsi que son soutien contre la malnutrition aux personnes touchées par les conflits et les crises de déplacement qui en résultent dans l'Est de la RDC. Bien avant cette rencontre entre le président Tshisekedi et la délégation du Programme alimentaire mondial, une importante délégation du Fonds national des réparations des victimes des violences sexuelles liées au conflit, FONAREV, et ses partenaires s'est rendue aux différents sites abritant le camp des déplacés internes aux environs de la ville de Goma dans le Nord Kivu pour émettre officiellement des abris temporaires et des articles de première nécessité destinés à plus de 20 000 ménages constitués de déplacés internes ayant fui les violences. Des actions qui font preuve d'une attention particulière du président de la République et du gouvernement à venir en aide aux Congolais déplacés avant qu'une solution définitive arrive. Ouvert le mercredi 6 mars, les travaux d'évaluation, cette fois-ci, du contrat de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa se sont clôturés le jeudi 7 mars 2024. Des conclusions de ces travaux, l'on retiendra notamment l'examen de la possibilité de démarrer les processus de remboursement de la dette due aux concessionnaires de manière à limiter son accroissement suite à l'application des intérêts annuels. Au cours de l'année 2024, la route Lubumbashi-Kasumbalesa va connaître de nouvelles améliorations grâce à la concession. C'est notamment l'élargissement des ponts Kimono, Kawama, Kimilolo et Estelle qui vont passer au gabarit des 2 fois 2 voies. La concession financera également la construction des 10 km de voiries dans la ville de Lubumbashi et l'élargissement de la route vers Machipicha à 4 voies, comme c'est déjà le cas vers le quartier Kisanga. Ces résolutions font partie des conclusions des travaux d'évaluation du contrat de la concession Lubumbashi-Kasumbalesa pour l'exercice 2023 qui a vécu au siège de l'Agence congolaise des grands travaux du mercredi 6 au jeudi 7 mars 2024. Le comité d'évaluation a également examiné la possibilité de démarrer le processus de remboursement de la dette due aux concessionnaires de manière à limiter son accroissement suite à l'application des intérêts annuels. Les concessions sont bénéfiques au secteur des infrastructures en RDC, reconnaît le représentant de la province du Haut-Katanga. Aujourd'hui, vous pouvez rouler sur la route Kasumbalesa à Lubumbashi et de Lubumbashi à Likasi et de Likasi à Kolwezi dans les bonnes conditions avec une route de bonne qualité. Donc ça, c'est un apport. Avant, la route pouvait se détériorer et on ne pouvait pas avoir la possibilité de l'entretenir. Un autre apport, c'est que, comme vous savez, la route de concession, comme elle passe par Lubumbashi et par Likasi, il y a la voirie de Lubumbashi comme la voirie de Likasi qui sont prises en charge. Comme le veut la coutume en la matière, les décisions et autres recommandations issues de ces travaux ont été coulées dans un procès verbal avant la clôture des travaux par l'ingénieur Nico Nzaounzaou, directeur général de l'Agence congolaise de grands travaux.
2 chefs coutumiers au lieu des 4 ont été cooptés à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. C'est après la validation de leur dossier par les députés et provinciaux. Il s'agit de David Matadi Kibala et André Ndola, respectivement chefs coutumiers de la commune de Mongafula et de Lantélé. C'était à l'issue de la séance plénière de jeudi 7 mars 2024. Au cours de cette même plénière, les pouvoirs des suppléants de députés ayant choisi l'Assemblée nationale ont été également validés. Au cours de cette séance plénière, 2 chefs coutumiers ont été cooptés au lieu des 4 pour compléter les 48 sièges des élus provinciaux. Il s'agit de David Matadi Kibala et André Ndola, respectivement chefs coutumiers de la commune de Mongafula et de la commune de Lantsele. Les 2 autres chefs coutumiers n'ont pas été cooptés à cause des irrégularités constatées dans leur dossier. À noter que les dossiers de ces derniers ont été renvoyés au ministère de l'Intérieur et à la Commission électorale nationale indépendante. Cette séance plénière a également permis à l'APK de valider les pouvoirs des suppléants des députés ayant choisi de siéger à l'Assemblée nationale. Je sens, moi, le poids, le sens de la responsabilité. Vous êtes sans ignorer de toutes les réalités qui se passent dans la ville de Kinshasa. Et imaginez-vous, parmi les 48 députés qui sont censés défendre la grande ville de Kinshasa qui est notre référence, là où la ville qui nous a bercés, et nous sommes censés améliorer son image, les conditions de vie, et c'est ça le grand défi que nous avons. Et je crois sous votre assistance, sous votre aide, et avec ce qu'on fera au niveau de l'hémicycle, et Dieu étant à notre côté, on fera de notre mieux pour que les choses aillent mieux. Donc, quant à moi, c'est le poids de la responsabilité qui pèse. Parmi les députés qui ont choisi l'Assemblée nationale, Patrick Mouyaya, Pepito Kilala, Ogi Kalonji, Peter Kazadi et Eliezer Ntambwe, pour ne citer que ceux-là. Les agents du ministère des Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication, Petentic, étaient en sit-in dans la matinée de ce jeudi 7 mars devant l'hôtel du gouvernement central pour réclamer le décaissement de plus de 10 milliards de francs congolais, une enveloppe qui devra couvrir les paiements de la prime permanente. Rameau et banderole en main, ces agents du ministère de Postes, Télécommunications et Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication se sont rassemblés devant ces bâtiments de l'hôtel du gouvernement. Ils sont venus faire pression dans le but d'obtenir les décaissements des 10 milliards de francs congolais destinés au paiement de la prime permanente. À les en croire, cette demande de décaissement a été introduite depuis 2022 au ministère du Budget. Cependant, aucune suite favorable ne leur est réservée jusqu'à ces jours, de quoi susciter leur indignation. Le ministère de Petentic est le premier service générateur de recettes administratives de la RDC. Et nous sommes bénéficiaires d'un barème, de primes spécifiques, qui avait déjà été approuvé depuis 2022. Donc le ministre d'État, le ministre du Budget, refuse de signer cela et de le mettre en application. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer l'application du dit barème. Chaque année, nous étant un service générateur de recettes, il nous a été assigné pour cette année 2024. Nous, le Petentic, nous devons contribuer au trésor public plus de 360 milliards de francs congolais. Alors nous demandons juste une petite motivation de 12 milliards de francs congolais qui constitue juste 3,3% de ce que nous allons mobiliser nous-mêmes dans le compte du trésor public. Et le ministre d'État refuse de signer cela, alors que ça a déjà été approuvé depuis 2022. Ils ont été rassurés de la mise en place d'une commission ad hoc d'ici la semaine prochaine pour tabler profondément sur la question. La tendance s'active à la hausse pour la majorité des produits miniers et d'exportation congolaise, tandis que la majorité des produits agricoles et miniers forestiers affichent une tendance baissière au cours de la période allant du 4 au 9 mars 2024. Ceci ressort du dernier rapport de la Commission nationale des mercuriales, structure du ministère congolais des commerces extérieurs. Les plus amples détails dans ces commentaires.
Il ressort du rapport de la commission du Mercurial que les prix du cuivre connaissent une hausse sur les marchés internationaux en se négociant à 8406,45 $ américains contre 8335,00 $ américains la semaine d'avant, soit une augmentation de 0,86%. Selon les mêmes documents, plusieurs autres produits, à savoir le cobalt, le zinc, le tin, l'or et les tantales, connaissent également une hausse des prix sur les marchés internationaux au cours de la période sous examen. Ils voient leur prix s'établir à 27 925,00 $ américains contre 27 887,00 $ américains, soit une hausse de 0,14% la tonne pour les cobalt, à 2364,75 $ américains contre 2338,05 $ américains, pour un ajout de 1,14% les prix de la tonne pour les zinc, à 27 595,00 $ contre 27 160,00 $, soit une hausse de 1,60% la tonne pour les thym, à 65,62 $ contre 65,10 $, soit une augmentation de 0,80% les grammes pour l'or, de 230,80 $ contre 224,80 $, soit une augmentation de 2,67% les kilogrammes pour le tantal. Seul l'argent connaît une baisse des prix sur les marchés internationaux au cours de la même période, en se négociant à 0,74 $ contre 0,75 $, soit un recul de moins 1,33% les grammes. Dans la catégorie des produits agricoles et menus forestiers, les cacao et les caoutchoucs connaissent une hausse des prix sur les marchés internationaux, en se négociant respectivement à 3,16 $ contre 2,86 $ pour une augmentation de 10,49% les kilogrammes pour les cacao et 0,81 $ contre 0,77 $, soit une hausse de 5,19% les kilogrammes pour les caoutchoucs. Plusieurs autres produits agricoles et menus forestiers, à savoir le café robusta, les cafés arabica, la papaïne, les écorces de quinquina, la poudre de totakina, le sel de quinine et la raolfia, connaissent une baisse sur les marchés. La hausse, la baisse et la stabilité des prix des produits mini-marchands, agricoles et mini-forestiers sont consécutifs à l'offre et à la demande sur les marchés internationaux et à certaines réalités de la chaîne d'approvisionnement. Fin de cette rétrospective de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi et surtout restez sur Ecofin Télévision. Ce journal vous a été offert par DACO SARL, société d'expertise comptable et de fiscalité.